Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors, je suis très content aujourd'hui d'avoir une interview où c'est presque un peu un débat d'une certaine façon avec Alexandra Legendre. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation tout d'abord. Et puis, je vous laisse vous présenter parce que vous faites partie de la Ligue des conducteurs que mais les followers ne connaissent pas forcément. Donc, je vous laisse vous présenter. Que fait la Ligue des conducteurs? D'abord, le nom complet de notre association, c'est la Ligue de défense des conducteurs. C'est une D'accord. association qui a une quinzaine d'années et dont l'objectif est de défendre l'intérêt de la mobilité individuelle. Ça passe en particulier par la lutte contre la prolifération des radars. On en aura bientôt 4700 en France et visiblement, c'est pas terminé. Donc voilà, nous, on milite pour qu'on fasse davantage confiance aux conducteurs. On met en avant la responsabilité des conducteurs parce les médias mettent toujours euh, les portent toujours leur intérêt sur des grands excès de vitesse, sur des choses qui font bien, qui font un peu le buzz en début des journaux, sur des gens qui vont à 200 km/h sur l'autoroute. Mais c'est une infime partie des excès de vitesse qui sont constatés. Il faut savoir qu'il y a 96% des excès de vitesse qui sont inférieurs à 20 km/h. Il y en a 58% qui sont inférieurs à 5 km/h. Donc nous, voilà, on milite beaucoup pour que cette répression aveugle et automatisée lève le pied et qu'on remette la place, qu'on redonne de la place par exemple, à une police des routes et puis surtout, à une meilleure formation des conducteurs et puis à des actions de sécurité routière qui concernent plutôt l'alcool au volant, les stupéfiants au volant, la somnolence, le téléphone, voilà, des choses, ou l'état des routes, encore une fois, des choses qui coûteraient certes plus cher à l'État, qui sont moins rentables que des radars automatiques au bord des routes, mais qui seraient infiniment plus efficaces en matière de sécurité routière. Notre association, elle intervient aussi sur la transition écologique. Pourquoi? Parce que telle qu'elle est menée aujourd'hui, tambour battant, elle exclut beaucoup de foyers au budget contraint qui ne sont pas en mesure d'acheter les véhicules de la marque dont, par exemple, porte le nom de votre blog. Et en fait, les solutions apportées par les politiciens sont un petit peu trop légères à notre sens, elles ne couvrent pas, évidemment, les besoins des personnes qui sont beaucoup trop, dont le budget est beaucoup trop réduit. Et puis, il y a aussi les personnes qu'il faut convaincre, parce que passer à l'électrique du jour au lendemain, quand on a fait la promotion du diesel pendant 30 ans, c'est pas si simple. On intervient aussi sur l'hyperfiscalité automobile, c'est-à-dire toutes les taxes que nous, usagers de l'automobile au quotidien, on paye, que ce soit en achetant de l'essence ou en passant les péages. Voilà, et donc on travaille aussi beaucoup sur l'état des routes, on a une plateforme de signalement de zones dangereuses qui s'appelle Active Route. Je vous D'accord. invite, si vous avez des ornières dans votre département, à les signaler sur notre plateforme parce que il ne s'agit pas pour nous juste de les dénoncer. Chaque signalement, on le fait remonter au gestionnaire de voirie concerné et on suit le dossier jusqu'à sa résolution. Donc, on est vraiment un acteur actif, si vous me permettez, de la sécurité routière. Voilà, c'est un petit peu tout ça, notre association. On a 1 million de sympathisants derrière nous. Toutes les informations en toute transparence sont publiées sur notre site ligue-des-conducteurs.org. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Évidemment, une autre partie de notre activité, au-delà de la mobilisation de nos sympathisants et des actions vis-à-vis des médias qu'on peut avoir, on a aussi beaucoup d'actions de lobbying auprès des élus. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a bien compris le mot «défense des conducteurs» à travers votre résumé. Alors je pense que c'est une bonne transition aussi par rapport au sujet, d'aujourd'hui, c'est-à-dire la véhicule électrique obligatoire. Alors c'était voté par la à Bruxelles, mais c'est pas encore complètement acté, hein, Entériné, ouais. entériné. Et puis on sait que certains pays commencent à discuter un petit peu la date, ou voilà. Donc, mais voilà, en clairement, au moins ça donne une vue pour les Français de ce qui peut arriver en 2035. Hem, alors les radars, c'est intéressant. Honnêtement, à titre personnel, alors c'est une bonne nouvelle d'une certaine façon, c'est que quand vous avez un véhicule électrique, c'est très rare de rouler à plus de 130 km/h sur autoroute. Je pense que vous comprenez Vaut pourquoi. mieux pas parce que vous irez pas Heu, loin. pas loin, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'on fait quand même 300 km d'une traite avec une Tesla, par exemple. Enfin, tout le Heu, monde roule pas en Tesla, hein. C'est plutôt ah la Zoé qui roule sur les routes de France aujourd'hui.
Absolument, mais ces gens-là prennent pas l'autoroute. C'est plutôt pour les trajets, Et travail, voilà, on arrive voilà, à la limitation, des exactement. déplacements en Mais électrique. on va en parler plus tard parce que les constructeurs, pas que français d'ailleurs, d'autres constructeurs planifient de faire des voitures électriques plus petites, parce que c'est aussi le problème aujourd'hui, mais surtout à un tarif moins Bien sûr. cher et avec les batteries. Alors ce que je propose, c'est qu'on fasse juste un petit point, de l'état actuel du parc, parce que je pense que ça va être très clair pour tout le monde, hein, parce qu'on parle beaucoup des véhicules électriques, mais à l'heure actuelle, les véhicules électriques, c'est peut-être 2 du parc, Même pas, je environ, pense qu'on est plus même à pas? 1 et des brouettes, ouais. Donc, je vais juste partager, mon écran et montrer, quelques donc là, je pense qu'on devrait voir l'écran. Donc, au niveau européen, à l'heure actuelle, alors ça, c'est pas c'est les ventes, hein, actuelles en 2020, en Europe. Alors, je vais peut-être passer à celle d'après parce que c'est plus intéressant. Ça, c'est le parc Mmh. français en 2020. Donc on voit très bien un peu moins de 40 millions de véhicules. 98 c'est du thermique. Bon, c'est clair. Encore 60 diesel, mais là, je pense que ça va bien shifter, si je puis dire, vers plutôt l'essence ou l'hybride dans les années qui viennent, puisque le diesel, se vend beaucoup moins. Et puis, pour l'instant, 0,4 des circulations sont électriques. Donc ça doit être peut-être plutôt 1 à 1,5. Donc c'est clair que pour l'instant, l'immense majorité du parc est thermique. Mais quand on voit en 2021, ça, c'est, le part de vente des véhicules neufs. Alors je parle bien du neuf, hein. Ça ne veut pas dire que les Français achètent du neuf, mais pour ceux qui ont la possibilité d'acheter du neuf, on voit quand même que l'électrique et l'hybride ou hybride et électrique rechargeable, prend une part quand même très importante des ventes de véhicules neufs, avec la contrepartie évidemment, c'est que le prix, augmente également. Donc je ne sais pas si vous voulez faire un petit témoignage sur ce point? Déjà sur votre dernière slide, là, ce qui est intéressant, c'est de faire la part des ventes avec les particuliers, parce que là, vous mélangez tous les Ouais, acheteurs. Les particuliers aujourd'hui, c'est 47-48 des ventes ouais, totales. Et vous notez toujours une part finalement quasiment égale, je pense, du diesel, égale à l'électrique. Je pense d'accord. on est passé sous la barre des 20%. On était encore à 20% l'année dernière de vente diesel. On était à 10-12% d'électrique, sachant que l'année dernière, avec toutes les subventions qui sont accordées à l'électrique, on est quand même à des ventes inférieures à du diesel qui est conspué au quotidien. C'est pour vous donner une idée, je pense, du décalage qu'il y a entre le discours officiel et la démarche j'appellerais ça des early adopters, c'est-à-dire des gens qui sont convaincus ou qui sont séduits par les subventions, qui se laissent séduire par l'électrique. Et c'est très bien. En fait, moi, j'ai absolument, évidemment, absolument rien contre les véhicules électriques. Je pense qu'il est important de donner le choix à chacun et surtout de répondre aux usages. C'est-à-dire qu'en fait, un acheteur de voiture, il devrait pouvoir aller dans une concession ou sur Internet et trouver la réponse selon son usage, son kilométrage, les types de routes qu'il fréquente, trouver le véhicule qui sera le plus adapté. Ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'on en arrive en 2035 à une solution unique qui n'est pas raisonnable pour plein de raisons différentes, que ce soit les acheteurs, que ce soit industriellement, on est en train de faire exploser le savoir-faire que notre industrie française automobile a construit pendant plus d'un siècle. Voilà, donc je promeus une diversité des solutions technologiques qui n'ont jamais été aussi riches. Et malheureusement, on veut encore, comme on a longtemps été esclave, entre guillemets, du pétrole, maintenant qu'on a plusieurs voies de développement de nouvelles carburations, de nouveaux carburants, qui soient électriques ou thermiques ou de thèse ou bio, on est en train à nouveau de réduire le champ des possibles. Et puis malheureusement, à un moment où l'Europe n'est absolument pas prête à fournir les batteries et les véhicules pas chers dont les gens ont besoin, et surtout avec une autonomie et une capacité à faire plein de choses, c'est-à-dire des grands et des petits déplacements, de la ville, de l'autoroute, etc., dans des conditions idéales. Voilà, le sujet a été simplifié alors qu'il est éminemment complexe. Absolument. Alors, j'ai personnellement une vue un peu différente de la vôtre. Je pense qu'on pourrait très bien imaginer, mais c'est un changement de paradigme dans l'esprit des Français, d'avoir un véhicule électrique, par exemple, pour l'usage de tous les jours, puisque 90 des trajets, c'est pour faire du travail ou à l'heure peut-être du régional. Et on pourrait très bien avoir, alors ça serait un autre changement parce qu'évidemment, quand on passe d'une voiture diesel ou essence, je pense que le prix d'achat moyen en occasion, ça doit être 14 000 € ou quelque chose comme ça. Neuf, je crois que c'est 25 000-26 000, hein, ça a beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc on estime qu'on doit pouvoir faire tout avec sa voiture, que ce soit aller au travail ou aller à l'autre bout de la France.
Mais alors, on s'est très bien imaginé avoir un véhicule pour les usages de tous les jours et puis, si on fait des voyages 2-3 fois par an, avoir un véhicule parce pour l'instant, en tout cas, on fait des économies quand même avec l'électrique, ça je peux vous dire à l'heure actuelle. Pour 10 000 kilomètres parcourus, j'économise 1 000 € par rapport au diesel. Mais combien vous avez payé votre Tesla? Attendez, ça, on est bien d'accord. Mais par exemple, vous pouvez louer une i208. J'ai un étudiant ici, par exemple, avec qui j'ai fait une vidéo, qui loue une i208 à 180 € par mois et qui a 10 000 kilomètres par an. Donc, si vous calculez l'économie qu'il fait par rapport à une i208 qui loue en thermique, qui est plutôt à 230-240, et si vous comptez l'essence en plus, là, il est gagnant par contre. Par contre, c'est vrai, il peut pas faire un grand voyage avec cette voiture-là, c'est clair. Par contre, avec «l'argent» entre guillemets, bon là, c'est un tarif vraiment exceptionnel, mais vous pouvez pouvoir avoir là, c'est un tarif plus étudiant, puis il faut avoir, il a aussi une prime à la conversion, et cetera. Mais on va dire à 200-250 €, vous pouvez louer une ID108 et si vous roulez 10 000 kilomètres, vous allez économiser 1 000 € par an par rapport et je compte pas évidemment l'entretien, les vidanges, et cetera, de la véhicule thermique. Vous pourrez très bien, idéalement, parce que je sais qu'il y a 40 des Français qui malheureusement vont pas en vacances, économiser de telle sorte que vous pourriez avoir un petit budget pour louer une voiture pour les vacances, par exemple. Mais c'est un changement complètement d'état Mais d'esprit. vous vous rendez compte, vous me dites 180 €, c'est par mois, C'est c'est un énorme, budget, et c'est énorme. colossal. Je pense qu'il y a à peu près 30 des Français qui n'ont pas le début d'un euro à consacrer à un budget mensuel automobile. Donc là, vous me citez un cas d'une personne qui est à l'aise et qui a trouvé une réponse à son usage. C'est ce que je vous disais au départ. Lui, il y trouve son compte car c'est son usage. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus de voitures de plus de 15 ans qui s'écoulent que de voitures neuves depuis le début de l'année? C'est tout simplement parce que les voitures de plus de 15 ans aujourd'hui, elles sont de très bonne qualité, elles sont très fiables, elles fonctionnent encore très très bien. Et en fait, vous les touchez à 1000, 2000 euros. Et Mmh. donc là, vous êtes évidemment gagnant par rapport à quelqu'un qui va payer pendant plusieurs années 180 € par mois et qui se permet le luxe de temps en temps de louer une voiture thermique parce que ça lui convient. C'est en fait ce que je voudrais vraiment mettre en avant, c'est que chacun soit en capacité de trouver selon ses moyens et ses besoins le véhicule qui lui convient. Il n'y a pas une solution unique. Moi aussi, je peux vous citer le cas d'un ami qui va rouler en Zoé, qui va trouver ça génial, et puis pour sa convenance, qui va louer en monospace à la fin de l'année. C'est pas tout neuf. Smart, en 1997, a lancé la petite Fortwo, qui s'appelait pas encore Fortwo, Mmh. sur le principe de pouvoir rouler dans une deux places toute l'année et de louer un monospace au mois d'août. Gros échec, puisque évidemment, tout le monde au mois d'août voulait son monospace et il n'y avait pas de parc de monospace suffisant au mois d'août pour tout le monde. Donc, c'est pas la première fois qu'on imagine une plurimodalité de moyens de transport. Aujourd'hui, évidemment, avec les plateformes, avec les smartphones, avec Blablacar et la tout ça. multiplicité des possibilités, c'est infiniment plus simple. Mais encore une fois, là, il faut pas penser uniquement par le prisme de son propre intérêt. Là, on est vraiment sur l'intérêt général. On peut pas dire, moi, j'ai un pote qui fait ça, un pote qui fait ça. Là, on parle de 48 millions de personnes qui ont un permis de conduire, dont une énorme part qui n'a pas les moyens d'acheter la voiture qui va bien, la voiture critère 1 ou critère 2 qui va pouvoir lui permettre non seulement de circuler sur toute la France, parce qu'on pourra aborder peut-être plus tard le sujet des zones à faibles émissions, puisque l'idée à terme à 2025, et non pas 2035 cette fois, mais à 2025, c'est de ne plus laisser les voitures critères 3 et plus Mmh. accéder Mmh. à ces ZFE qui ne sont pas du tout des grandes métropoles dans lesquelles on ne va jamais. C'est à côté de chez vous, vous habitez au fin fond des Vosges, vous allez à Strasbourg pour un rendez-vous médical. Si vous avez une critère 4, une critère 5, vous ne pourrez plus y aller, bientôt une critère 3 et à la fin une critère 2. Donc le sujet, il est politique, il est technologique, il est industriel. Et en tout cas, ce qui ne convient pas, c'est qu'aujourd'hui, dans transition écologique, on a complètement oublié le mot transition, parce que la manière dont elle est menée aujourd'hui, elle est séduisante sur le papier, mais elle ne convient pas à la majorité des Français. Et je vous rappelle que la garantie, le droit de mobilité des Français, il doit être le même pour tout le monde. Absolument, je suis d'accord avec vous sur ce point et c'était la question que j'avais posée aussi c'était: «Est-ce qu'il risque d'avoir un parc automobile à 2 vitesses?» Bon, a priori, c'est plutôt le cas. En tout cas, si on continue comme Mais ça, c'est déjà le d'après cas. c'est déjà le cas.
Ouais. Mais bien sûr, Hem, aujourd'hui, je me souviens, nous, on a fait les calculs, c'était la région, l'année dernière, on a fait ça. La métropole du Grand Paris, c'est la plus généreuse en matière de subventions pour acheter une électrique. C'est-à-dire que vous additionnez les bonus accordés par l'État à l'échelle nationale, vous pouvez additionner des subventions de la métropole. Je crois que vous pouvez additionner aussi des subventions régionales, voire locales. Enfin bref, en gros, vous arrivez, je me souviens, c'était Valérie Pécresse qui n'était pas encore en campagne présidentielle l'année dernière, qui avait dit, enfin, c'est quand même pas compliqué, en région Île-de-France, enfin, dans la métropole du Grand Paris, en additionnant toutes les subventions, on peut très bien s'acheter une voiture électrique à 6 ou 8 000 euros. Très bien, sauf que vous avez 60% des voitures d'occasion qui sont vendues à moins de 3 000 euros. Donc, quand vous êtes à 6 ou 8 000 euros, vous êtes au double du budget qu'un foyer peut accorder lorsqu'il s'achète une voiture d'occasion. Et par ailleurs, vous avez également, encore une fois, un usage qui ne va pas vous permettre de pouvoir aller là où vous le souhaitez tout le temps. Alors qu'en fait, un Français qui a un budget contraint aujourd'hui, il aura bien plus facile d'être multimotorisé, mais avec des voitures pas chères de plus de 15 ans. Et c'est ça la solution aujourd'hui pour ces gens-là. Et moi, je au nom de notre association, mais également à titre personnel, je trouve que, bien sûr, l'électrique doit faire sa place et doit monter en puissance et de plus en plus répondre à l'usage des personnes, mais il faut également mettre énormément en valeur toutes les structures qui assurent le bon entretien des véhicules thermiques, pardon, de façon à ce qu'ils polluent moins, de façon à ce qu'ils durent longtemps, parce que tout ce qui n'est plus produit n'est pas à produire. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est vrai. il y a aussi un phénomène d'obsolescence quasi programmée qui va se mettre en place. Vous avez énormément aujourd'hui de véhicules qui sont mis au rebut alors qu'ils fonctionnent très très bien. Et ça, c'est un non-sens. Donc en fait, cette transition, je trouve très bien qu'on tente de l'accélérer, mais de l'accélérer au point de faire tant de mal socialement, je trouve ça extrêmement critiquable. Alors il y a le côté social absolument, il y a le côté, santé. Aussi, alors je vois bien, je suis d'accord avec vous, je vois bien le problème que une grande partie des Français n'ont pas les moyens d'acheter une voiture de plus de 3 ou 4 000 € et à l'heure actuelle, c'est impossible. Bon, il y a des Zoé d'occasion que vous allez peut-être trouver à 8 000 – 9 000, mais c'est sûr que bon, peut-être qu'il y aura des voitures électriques d'occasion en 2035 qui seront à 2 000 Mais il n'y €, en mais aura même pas assez. c'est pas sûr. En fait, il n'y en aura même pas assez puisque le parc est minime. Si vous faites le calcul de la bascule totale à l'électrique, aujourd'hui, les voitures d'occasion pas chères électriques, il n'y en aura pas assez pour la demande dans 5 ou 10 ans. Il n'y en aura pas assez. Et en plus, ce sont des véhicules à l'autonomie vraiment balbutiante. Donc, certes, il répondra à certains besoins, mais de toute façon, les voitures d'occasion avec des tarifs inférieurs aux voitures neuves ne seront pas en vente en nombre suffisant pour répondre à la demande supposée. Donc, voilà, on est encore une fois sur une simplification qu'il faut démêler, qu'il faut étudier de plus près. Et là, en l'occurrence, avec le parc d'occasion qui arrive en électrique dans les années à venir, on n'est pas sur la demande qui est prévue. On ne répond pas à la demande prévue. Donc ça, alors ça sera intéressant honnêtement, j'aimerais bien pouvoir en discuter avec les constructeurs français parce que bon, c'est sûr ils commencent à vouloir produire plus de voitures. C'est dommage d'ailleurs parce que à titre personnel, Renault avait commencé bien avant avec la Zoé. Donc et peut-être avec une mise en puissance de la production des voitures électriques il y a 10 ans, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais ils ont Heu, essayé, rappelez-vous Carlos mmh, Ghosn, je ne sais plus quelle projection il faisait, mais il avait prévu, entre guillemets, un passage à un parc, enfin pas un parc, pardon, à des ventes électriques qui étaient sans rapport avec la réalité finalement. Euh, c'est juste qu'il faut se mettre dans la tête que les voitures électriques, tout le monde n'en veut pas. Il y a encore énormément de gens qui n'en veulent pas. Donc c'est pas juste dire, enfin excusez-moi, mais c'est oui, pas oui, non, juste dire mais on est si bien on avait d'accord. mis le turbo il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je vous rappelle qu'on avait encore des subventions pour acheter diesel. Parce qu'on ne pensait que CO2 à l'époque, on ne parlait pas de polluants. Je vous rappelle que le bonus-malus, il ne parle que du CO2, donc gaz à effet de serre, qui n'est pas un polluant. Aujourd'hui, les vignettes critères et les ZFE, elles luttent contre les polluants. Enfin, elles veulent abaisser le polluant et les particules fines en ville, enfin dans les grandes métropoles. Donc, on est sur deux démarches qui n'avaient strictement rien à voir. Aujourd'hui, vous pouvez tout à fait avoir une Lamborghini Urus avec une critère 1
parce que son moteur, il sera tellement au point qu'il va quasiment pas émettre ni de polluants ni de particules. En revanche, c'est un véhicule évidemment qui a 600, 700 chevaux et qui ne correspond pas aux attentes d'aujourd'hui. Je caricature un petit peu en faisant un petit peu exprès, mais vous avez eu un décalage entre le CO2 il y a 10 ans, et c'est même pas la peine de remonter à 10 ans, hein, le Dieselgate date de 2015, donc il est plus récent que ça. Vous avez, pendant 30 ans, on a rempli la tête des gens avec l'achat du diesel qui était plus économique, avec lequel vous pouviez aller plus loin et qui vous garantissait une valeur de revente de votre véhicule haute. Et puis tout d'un coup, paf, vous basculez en quelques années, vous conspuez le diesel et vous mettez en valeur une motorisation électrique qui ne rend absolument pas les mêmes services. Et avec une pédagogie extrêmement pauvre, puisque finalement, vous n'avez pas réussi à convaincre finalement tant de gens que ça sur la pollution du puits à la roue, comme on dit, parce qu'évidemment, on peut parler de l'usage en ville. Évidemment qu'une voiture électrique en ville, elle émet moins de cochonneries qu'une voiture thermique. Et encore, on ne parle pas du frein, enfin des particules Et je vais en fines émises émises au d'ailleurs. freinage, Là, etc. voilà, je vais en parler de Euh, ça. c'est, vous ne pouvez pas faire une rupture technologique aussi violente sans l'accompagner par de la pédagogie et surtout en le faisant de manière massive et simplement pas en basculant du jour au lendemain du diesel à l'électrique. Vous ne pouvez pas emmener les gens si vous ne les convainquez pas. L'acceptabilité, elle passe par la pédagogie. Et ça a été mal fait et les rares fois où ça a été fait, c'est bâclé. Donc voilà, c'est aussi pour ça que vous n'avez que 12-14% de ventes de voitures électriques aujourd'hui. Il faut mieux faire le boulot. Oui, alors il y a beaucoup de choses à faire. Alors il y a une chose aussi qui me tracasse aussi, c'est que pour les véhicules diesel ou essence, on parle du filtre à particules, mais j'ai pas trouvé encore d'études vraiment qui parlent de la régénération du filtre, hein. Parce que quand le filtre régénère, c'est pas de l'eau qui sort de l'échappement. Mais de même que, Mmh. vous ne Donc trouverez pas d'études, mmh, il n'y a pas une étude indiscutable sur le fait que enfin de sa naissance, depuis les matériaux utilisés à la base jusqu'au recyclage, vous ne trouvez pas une étude qui ne contredit pas une autre sur le bilan de pollution d'une voiture électrique. oui, oui, oui. Quand j'en cherche, je trouve 15 réponses différentes. Comment je m'y retrouve? On est d'accord aussi qu'il y a de la pollution avec notamment la production des batteries. On est d'accord aussi que plus on produit de voitures, plus on pollue. Si on garde une voiture le plus longtemps possible, l'impact est moindre que si on change de voiture tous les ans ou tous les 2 ans, que ça soit une Et thermique puis si vous ou une circulez électrique à d'ailleurs. 4, si vous circulez à C'est mieux 4 que de dans une circuler tout voiture seul. diesel qui a 15 ans, vous consommez moins, vous émettez moins de cochonneries que si vous roulez tout seul dans une voiture thermique qui a un critère 1. Si vous voulez, encore une fois, là je caricature, mais combien il y a de personnes dans la voiture? Si vous en transportez plus, eh ben c'est mieux que si vous Oui, êtes tout seul. je pense que pour Il moi, y a, il y a quand même, parce que moi je suis scientifique au départ. Je suis pas du tout dans votre domaine ou véhicule électrique, donc je suis dans le domaine de la santé. Enfin, je suis vétérinaire, mais et cetera, j'ai pas trop mal et je vois un peu les dommages au long terme des particules fines. Je vois les bien dommages sûr, au long terme du monoxyde d'azote et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Alors d'un côté, je suis bien d'accord, sûr. il faut, éduquer les gens et je suis d'accord probablement que 2035, c'est beaucoup trop court pour que d'un point de vue financier déjà, pour que les gens puissent faire. Mais d'un autre côté, quand vous voyez des particules, au microscope électronique qui vont dans le cerveau et qui franchissent le cerveau, ça les industriels vous en parlent pas, des véhicules thermiques, j'entends et les Français ne s'en rendent pas compte non plus. Donc Alors bon, je me mets un petit peu, je suis pas complètement d'accord avec vous. Et en tant qu'usagère du métro, à peu près 1 heure et demie par oui, jour, je vous assure que les particules, je vois très bien ce que on c'est est parce que d'accord. j'en bouffe beaucoup plus sur les quais du métro en me C'est vrai, promenant mais sur le trottoir de Paris. c'est pas, pour moi une excuse de pas diminuer quand même les particules Mais fines bien et sûr, mais de je vous la suis transition. complètement. Mais bien sûr que oui. Je vous suis complètement. Non, ce que je D'où voulais les montrer voitures là, plus légères, la recherche sur les pneus, sur les freins, bien alors sûr, les bien sûr. pneus, c'est un grand sujet parce que là, je voulais vous montrer justement un graphique, alors c'est bien parce que c'est la première fois que j'ai un débat comme ça sur ma chaîne et que je me fais un peu secouer et c'est plutôt bien, j'apprécie. On voit ici au niveau, de l'Europe, là, vous avez en fait un graphique où en bas, vous avez
la partie particule qui est produite par les moteurs à combustion et Ouais. au-dessus, vous avez la partie qui est produite par ce qui n'est pas les moteurs à combustion. Donc vous avez effectivement les pneus, vous avez les freins et vous avez surtout les particules que vous remettez en suspension quand vous roulez au niveau de la route. Mmh. Bon. Et ce Mmh. qu'on voit, là je suis d'accord avec vous complètement, c'est que, la majorité des particules ne vient pas de la combustion à l'heure actuelle. Ça vient soit des freins, alors les freins pour les voitures électriques honnêtement, moi j'utilise jamais le frein quasiment. Donc pour moi Ah c'est ouais, ouais, c'est pas vachement bien. un, Ça, c'est vraiment bien. Ouais, ouais. par contre, les pneus, c'est vrai, on émet des particules et puis on met en suspension aussi les particules qui sont sur la route. Donc, pour les PM2,5 et pour les PM10, je peux montrer sur, je vais peut-être changer de slide. Je suis d'accord que le véhicule électrique va pouvoir permettre de diminuer un peu les particules, mais ça va pas être une révolution, ça c'est clair. Heu, Ça on est d'accord. Pour le monoxyde d'azote, c'est une autre histoire. Parce que là, il n'y a pas du tout de monoxyde d'azote, donc les monoxydes d'azote vont vraiment diminuer radicalement dans les grandes agglomérations quand il y aura beaucoup plus de véhicules électriques. Ce qu'on voit avec ce que j'ai vu aussi, peut-être que je vais essayer de changer de présentation, je vais essayer de présenter celle-là, voilà. C'est qu'au niveau, je crois que c'est alors ça, c'est l'électricité. Non, j'ai présenté bon, c'est pas grave. Après, de toute façon, il faut qu'on passe à l'électricité parce que le temps passe vite. Hem Pour résumer, au niveau des grandes villes, oui, si on passe à tout l'électrique, on va quand même diminuer la pollution. Au niveau des particules fines, vu que la combustion, au niveau des entreprises et des ménages, il y a aussi beaucoup de particules fines qui sont générées. Ça ne sera pas une révolution, mais on va améliorer un peu. Si on veut aller au niveau de la norme de l'OCDE, enfin c'est pas l'OCDE, la nouvelle norme pour les particules fines, il faudrait quand même baisser significativement le nombre de véhicules thermiques. Mais on n'est plus à 50 ou 40 microgrammes par mètre cube, on est à 20. Donc là, mais pour le monoxyde d'azote, là, c'est sûr qu'on baisse et il y a aussi une chose dont on n'a pas vraiment parlé, c'est le plaisir de conduire quand même. Parce que la véhicule électrique, je défends toujours, je suis désolé, mon bâton de berger, on a quand même un plaisir, quelle que soit la voiture électrique, hein, vous prenez une Zoé d'occasion à 7 000 – 8 000 € ou une Tesla, vous roulez plus zen. Moi, je roule plus zen. J'ai pas perdu un point depuis que j'ai la Tesla. Pourtant, Dieu sait que c'est une voiture performante. Vous êtes plus tranquille et vous roulez quand même moins vite, globalement parce que vous avez aussi ce problème d'autonomie. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc peut-être qu'on peut passer maintenant sur la production d'électricité parce que c'est aussi un sujet très important. Est-ce qu'on va pouvoir, au niveau français et même européen, suivre la cadence au niveau de la production électrique? Alors je sais que vous en avez parlé aussi de votre article dans Capital un peu. Je vous laisse, donner votre avis et puis après je pourrais rebondir dessus. Sur la production de l'électrique, bah, évidemment, je ne suis pas la seule à me poser des questions sur la facilité d'accéder aux recharges. Alors déjà, il y a les bornes de recharge qui sont pas non suffisants. Je vous rappelle que Ségolène Royal, il y a quelques années, on avait promis à 1 million, on est, je crois, à 66 000 là, sachant qu'on doit être à 100 000 depuis plusieurs années, on les attend toujours. Sur ce sujet, je vous avoue je sais qu'on va y arriver. Je sais que vraiment la technologie, enfin le fait qu'on roule plus à l'électrique est fondamentalement associé au déploiement des bornes de recharge. Donc, allez, on va dire que je suis un peu naïve et que j'ai confiance dans l'accélération du mouvement. Le souci, alors je vais être très pragmatique, l'État récupère à peu près chaque année 45 milliards d'euros de taxes sur les carburants. Je ne sais plus, j'avais fait le calcul, vous pourriez le retrouver, je pense, dans mes publications, Mmh. sur ce que rapporteraient les taxes sur l'électrique si tout d'un coup on basculait au tout électrique. Les taxes, je crois qu'il y aurait encore 35, il y aura un trou de 35 milliards de recettes fiscales dans le budget de l'État. Comment fait l'État pour récupérer ces 35 milliards? Donc, pour le moment, on nous garantit qu'effectivement, votre compte, quand vous ferez le plein chez vous, votre compteur Linky ne va pas distinguer le moment où vous faites le plein de votre voiture ou le moment où vous utilisez votre machine à laver. OK, mais il y a bien un moment où l'État il va devoir récupérer les 35 milliards manquants des taxes de carburant fossiles. Mmh. Et donc, il va falloir taxer l'électrique. Par ailleurs, c'est pas à vous que je vais le dire non plus, mais faire le plein sur un chargeur rapide sur autoroute, aujourd'hui, le plein d'électricité, c'est pas gratuit.
et c'est même parfois, j'ai beaucoup d'amis journalistes qui ont fait cette démarche évidemment en titre professionnel pour voir combien ça leur coûtait. Vous trouverez de nombreux articles sur internet où il est écrit que le plein d'électricité sur l'aire d'autoroute leur a coûté plus cher qu'un plein d'essence Moi, ou de diesel. j'ai fait le calcul avec ma Tesla sur une aire Mmh. Fastned qui est à 59 centimes du kilowattheure. Donc, c'est à peu près les tarifs, hein. Fastned, c'est 59 centimes. Ionity, c'est 69 centimes. Tesla, c'est à peu près 50-55 centimes. C'est vrai, avec une consommation de 200 Wh au kilomètre, vous arrivez à peu près, le coût d'un diesel, Voilà. Bon, qui fait du 6 litres au 100. C'est vrai. ben, reparlons donc encore de budget contraint, voilà. Donc c'est pas forcément non plus le sujet, le sujet le plus facile à faire comprendre, à faire accepter aux potentiels acheteurs d'électrique. Je pense vraiment que si je fais pas de géopolitique, hein, mais il y a aussi, on a quand même un parc de centrales nucléaires vieillissant en France. On dit qu'on fait de l'électricité propre, mais en fait, en Europe, on n'arrive pas à intégrer la taxonomie verte pour l'énergie nucléaire. On oublie souvent aussi que l'Europe, le marché automobile européen, ce n'est que 15% des ventes mondiales. Mmh. Donc, quand vous avez la Russie qui vient de repasser aux normes Euro 2 à cause de la guerre qui accepte aujourd'hui dans son règlement des voitures sans ABS, des voitures avec des vieux moteurs parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que l'encerclement suite à la déclaration de la guerre en Ukraine fait qu'ils ne peuvent plus construire de voitures modernes. Vous avez la Chine qui impose de manière autoritaire l'électrique, mais en le produisant à 80% à base De de charbon? centrales au Ouais. charbon. Mmh. Vous avez aux États-Unis, vous avez certes l'État de New York, on va dire, et l'État de Californie qui vont être proactifs pour mettre en avant l'électrique. Mais alors, vous avez l'immense majorité de la population qui continue à rouler en gros pick-up de 2 tonnes et demie équipé de V6 et V8. Vous avez l'Amérique du Sud, vous avez l'Afrique, vous avez l'Inde qui sont encore à des années-lumière de toutes ces technologies, même si elles essayent de se raccrocher au wagon pour certains pays. Il faut voir aussi l'échelle industrielle, c'est que nous, on s'appelle pas, nos constructeurs s'appellent Renault et Peugeot. Ils s'appellent pas Volkswagen ils ne sont pas sponsorisés par l'État chinois pour produire des voitures électriques. Comme on impose aujourd'hui en Europe l'électrique à 2035, nos constructeurs locaux, ils sont pas riches à milliards comme à dizaines voire centaines de milliards comme d'autres, et donc ils vont concentrer leur R&D sur l'électrique, ce qui est complètement logique puisque leur marché il est en Europe. Donc en fait, en concentrant les milliards d'investissements sur la technologie électrique, vous allez les contraindre à évidemment mettre de côté les développements sur les moteurs thermiques qui sont vendus ailleurs dans le monde. Donc, vous coupez un petit peu les ailes de l'exportation ou de possibilités de vente hors Europe à ces constructeurs-là. Pendant ce temps-là, vous avez Hyundai, vous avez Kia, vous avez Toyota qui développent toutes les motorisations parce qu'ils en ont les moyens, parce que ce sont des géants absolus de l'automobile et qui répandent leurs voitures. Vous demandez une électrique en France, je vous fais une voiture électrique en France. Vous demandez un V8 aux États-Unis, je vous fais un V8. Et nous, nos constructeurs à nous, même s'ils ont tendance avec des absorptions à droite à gauche à s'affranchir un petit peu du marché européen, vous avez toujours ces marques qui sont quasiment circonscrites au marché européen. Donc, de toute façon, avec cette… Stellantis, là, c'est on pas est passé… Stellantis, c'est On, pas vraiment le cas maintenant. Par contre, Renault, bien c'est sûr vrai que que oui, vous avez Jeep, mais Jeep, c'est 1 million de voitures. mmh, Bien sûr que oui. Là, je généralise, mais bien sûr que oui que c'est vrai. Bien sûr que oui. Vous allez très clairement affaiblir les constructeurs français euh, qui étaient les champions du monde de la petite cylindrée, des 3 cylindres, des petits moteurs 3 cylindres turbo, qui émettent vraiment très peu, qui respectent toutes les normes. Et en fait, tout ce génie technologique qu'on a mis en place depuis 100 ans, et ben en fait, tout ça, on va s'asseoir dessus et on se penche complètement sur l'électrique aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, les Chinois sont infiniment plus avancés que nous. Et d'ailleurs, ils arrivent avec des marques qui n'existaient pas il y a encore 2 ans,
enfin qui n'existaient pas sur notre marché, ou tout bêtement qui n'existaient même pas en Chine, parce que eux, ils ont cette capacité de faire des produits aujourd'hui de très bonne qualité, moins chers que les nôtres. Et donc, en gros, c'est ce que, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. On est aussi en train d'ouvrir complètement nos portes à des marques chinoises qui sont hyper Alors, pointues et hyper ouais. pertinentes pour nos marchés. Alors c'est vrai que la Chine pousse très fort, c'est sûr. Mais bon, les constructeurs français restent pas quand même inactifs, hein, sur le domaine des batteries notamment et aussi au niveau du lithium, je pourrais en parler puisqu'en Alsace Bien sûr. là, Oui, bien donc sûr, bien sûr. vous avez Vercor qui va normalement Bien sûr, développer, 4 gigafactories, dans les années qui viennent, bien qui sûr. pourront quand même produire 2 millions Mais de c'est les années véhicules. qui viennent qui m'embêtent. Oui, oui, C'est mais tout de dans les suite, années en qui fait, viennent, qu'on veut passer à l'électrique. à 2035, on a quand même 12 ans. Oui, Mais c'est vrai que c'est mais d'accord, on c'est s'en court, fiche. c'est court. Mais Mais je veux non, dire c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est les pas grave. constructeurs les constructeurs français quand même restent pas inactifs et investissent. Par exemple, Renault a quand Mais même investi c'est 20 pas du tout 000 ce que je dans son dis. produit. Non, Bien sûr. j'ai pas dit le contraire. Mais on a l'impression que les constructeurs français ne déjà Renault, au niveau, au mondial, ils ont essayé d'exporter, en dehors de l'Europe, il y a des années, ils ont jamais réussi. Mais c'est vrai que je suis d'accord, la Ça n'a rien à transition voir avec l'électrique, hein. non, ça n'a rien à voir avec l'électrique, mais je pense pas que Renault va vouloir vendre des véhicules électriques aux États-Unis non plus. Vous savez, Mais Citroën est arrivé quasiment en même temps en Chine que Volkswagen, donc il y avait moyen de faire quelque chose. Ils en ont rien fait. ah ouais, parce que le modèle, je pense, oui, Volkswagen, mais maintenant Volkswagen est aussi passé à l'électrique parce que la Chine oblige aussi à passer à l'électrique pour Volkswagen et les constructeurs Mais européens, Volkswagen, ils comment sont ils sont partout, ils taxés. sont quasiment partout dans le monde. Donc en fait, le problème de motorisation, c'est pareil. Ils vont continuer à développer tous les types de moteurs. Volkswagen, c'est un cas à part en Europe. Enfin, Mercedes, non, les constructeurs, oui, les constructeurs allemands sont des cas à part. Mercedes, je crois que Mercedes ne va plus développer de moteur thermique, d'après ce que j'ai vu, hein. En tout cas, ils vont plus les développer. Ils vont garder les moteurs actuels, mais ils vont plus les développer. Ils vont se Aussi. couper de plein de clients. Mais bon, hein, c'est pas, on n'est pas là pour ça. Non, non, mais enfin, je vais quand même finir sur une note plutôt optimiste, c'est-à-dire que les constructeurs français restent pas inactifs. Vous avez Verkor qui va déployer 4 gigafactories. Vous avez aussi Stellantis qui investit très fort dans aussi ACC. Je vais vous montrer cette compagnie-là avec des batteries nouvelle génération qui vont quand même, alors c'est quand même le but, et j'espère qu'on va y arriver, beaucoup plus performantes, plus légères, moins chères. C'est quand même le but parce que c'est clair qu'on est tout à fait d'accord sur ce point. Le coût des véhicules électriques est beaucoup trop cher à l'immense majorité des Français à l'heure actuelle. Et moi, j'ai hâte, je suis plutôt curieux de voir comment ça va se passer. Et je pense que d'une façon, il y aura le pragmatisme qui va revenir à la. Enfin, le pragmatisme, à un moment, va être là. Parce que si les Français, effectivement, en 2035, n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule électrique, je pense que, bon, bah, peut-être que l'État réagira avant pour un peu moduler ce qui est prévu pour 2035. Après, l'usage, je pense qu'il y a aussi, moi j'ai hâte de voir aussi les jeunes, comment ça, parce que j'ai lu aussi pas mal d'études que les jeunes étaient moins intéressés par le véhicule, on va dire, seul, enfin le véhicule je sais pas comment ça sera dans 20-30 ans, que ma génération, la génération d'avant, qui était très attachée aux véhicules électriques. Et ça, ce serait intéressant pour moi de voir dans 20 ou 30 ans, quel sera le rapport du Français aux véhicules électriques. Est-ce qu'on sera toujours aussi attaché à son véhicule électrique ou pas? Alors c'est sûr, quand on est en pleine campagne et qu'on n'a rien autour, il faut une voiture. Mais là, je n'ai pas la réponse. C'est plutôt une perception. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus d'autopartage? Est-ce qu'il y aura autant de voitures? Est-ce qu'on aura toujours un parc de 40 millions d'automobiles dans 20 ou 30 ans? Je ne sais pas. Ça pourrait être Vous intéressant de avez voir. dit un mot important, le parc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, vous vous concentrez sur tous les produits, et je souligne en effet les progrès magnifiques de nos constructeurs en général sur l'électrique. Mais vous parlez effectivement des ventes à venir. Moi, je vous parle en priorité du parc actuel. On a Mmh. 38 millions de voitures particulières aujourd'hui sur les routes. Il y en a 1% de voitures électriques. Qu'est-ce qu'on fait des 99% qui restent? Comment on les aide pour moins polluer tout de suite? On n'est pas sur des gigafactories qui seront en activité dans 5 ou 10 ans. C'est tout de suite comment on fait. Et ça, c'est tout ce qui circule aujourd'hui et qui est sujet à amélioration peut-être facile, peut-être pas cher à faire. C'est sur ça qu'il faut vraiment se pencher tout de suite parce qu'il faut accompagner cette transition de la manière la moins chère possible, la plus pertinente possible. L'électrique en fait partie. De toute façon, l'électrique nous est imposé, donc il faudra bien le faire. Mais
j'ai du mal à avoir la vision optimiste que vous avez parce que moi, j'ai des sympathisants qui m'appellent tous les jours pour me dire je ne sais pas quoi acheter. Et d'ailleurs, on voit bien que Oui, si vous avez des amis qui vendent des voitures autour de vous, moi j'en ai, les portes ouvertes, vous n'avez personne. Vous avez des gens perdus, et je parle des particuliers. Les gestionnaires de flotte, c'est plus simple. Mais pour les oui, particuliers, vous les avez perdus. Avant, ils achetaient un diesel ou un essence, pour la plupart un diesel, puisqu'on leur recommandait très chaudement d'acheter du diesel. Aujourd'hui, ils arrivent en concession, ils ne savent même pas quelle motorisation acheter. Donc, cette transition, elle doit s'accompagner de pédagogie. Vous êtes pro-Tesla, c'est super, mais vous avez eu les moyens d'acheter une non, Tesla et je peux pas vous laisser, vous êtes convaincu. je peux pas Non, vous mais laisser ce que dire je que veux je dire, suis c'est pro-Tesla. aider à convaincre. Je suis convaincu du véhicule électrique. Je peux pas vous laisser dire que je suis Bah, vous pro-Tesla. appelez Tesla France, vous appelez Tesla Non, Alsace. oui, oui, mais d'ailleurs, je pense que j'ai changé mon nom parce que c'était au départ, j'avais une Tesla. Mais si vous regardez sur ma chaîne, je suis un des ceux qui critiquent le plus Tesla. Et d'ailleurs, on pourrait parler aussi des prix des voitures là qui a explosé. Par exemple, je peux vous dire, aujourd'hui, si je vends ma Tesla, je la revends plus cher que je l'ai achetée. Bon, bah, c'est complètement Oui, irrationnel. Bon, complètement donc non, non, irrationnel. je peux pas vous laisser dire ça. Par Ah bah, contre, moi, je ne savais pas, mais vous appelez non, Tesla non, Alsace, donc je ne peux pas le deviner que vous n'êtes pas c'est pro-Tesla. vrai, c'est vrai. Vous ne l'avez pas On dit va avant. Non, 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 mais d'un côté, c'est bien, comme ça permet de découvrir un peu ce que fait l'autre. Bah, d'ailleurs, je dois vous dire, je connais pas non plus énormément la Ligue de défense. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, je vais être complètement honnête aussi. On a toujours des véhicules thermiques, hein. J'ai gardé mon diesel Scénic, de 2011, qui vaut plus rien. Si j'étais un électromobiliste, c'est-à-dire convaincu, je ne roulerais plus qu'en électrique. Et ma compagne a un véhicule thermique, une petite voiture essence, qui d'ailleurs, qui consomme 10 litres au 100 en passant. C'est un moteur nouvelle génération, mais qui consomme quand même 10 litres au 100 en ville. Donc, Vous illustrez mais parfaitement le paradoxe français. voilà, exactement. Mais je pense que c'est intéressant d'ouvrir les yeux aussi, de s'intéresser à ce qui peut se passer dans le futur, ne pas rester, moi ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, vous voyez, c'est que je suis complètement ouvert. Quand il y a des choses à critiquer sur le véhicule électrique, je suis le premier à dire: «Je suis un privilégié, je suis très bien, une infime minorité de Français peuvent acheter une Tesla». Il n'empêche que je pense tout de même que quand on voit dire une voiture électrique, que ce soit une Zoé, une Tesla, c'est Bien sûr, difficile de c'est revenir en vachement bien. arrière. C'est difficile de revenir en arrière et que si on arrive, mais ça risque d'être compliqué, je suis d'accord, à trouver les moyens pour qu'on progresse en termes de coûts déjà, ça c'est clair, et un usage qui se rapproche plus à ce que c'est pour moi c'est ça le gros problème, et je pense que vous touchez le point sensible, c'est que l'usage du véhicule électrique ne correspond pas à l'usage que les gens ont avec leur véhicule technique depuis des décennies. Bon. Et les gens ne peuvent pas comprendre qu'on doit payer plus, à l'heure actuelle, beaucoup plus, qu'un véhicule thermique qui offre plus de liberté. Je pense que c'est surtout Et ça puis, le dont cœur la du valeur problème. résiduelle est connue à l'avance, en Oui, gros, parce que vous avez aussi le problème de la valeur résiduelle. Vous n'avez pas un acheteur de voiture neuve aujourd'hui qui ne pense pas à la revendre quelques années plus tard. Donc, et c'est aussi pour ça que les voitures électriques sont souvent louées ou souvent acquises par LOA ou LLD, de façon à soulager au moins l'acheteur de cette inquiétude-là du prix à la revente. Mais absolument. vous avez aussi beaucoup de gens qui sont attachés à la propriété automobile et qui donc souhaitent l'acheter. Et là, l'électrique, c'est un motif de grosse suspicion, de grosse interrogation, puisque vous avez peut-être lu le livre qui s'appelle L'arnaque de la voiture propre, d'un journaliste de Challenge qui s'appelle Nicolas Meunier, qui est très intéressant, je vous D'accord. invite à le lire, et qui nous expliquait qu'en fait, aujourd'hui, acheter une voiture électrique, c'est comme acheter un magnétoscope lorsque le DVD est né. C'est-à-dire qu'en fait, les progrès en matière de motorisation électrique sont tellement immenses d'année en année, c'est qu'en fait, ce que vous achetez aujourd'hui, dans 5 ans, vous aurez infiniment mieux. Donc évidemment, il faut aussi en tenir compte, sachant que pour les moteurs thermiques, ce n'était pas forcément le cas. Et d'ailleurs, on pourrait faire là-dessus que moi je trouve assez, injuste d'une certaine façon, c'est la manière dont les constructeurs poussent mais pas que pour le véhicule électrique, hein, parce que je pense que beaucoup de Français achètent enfin, prennent une LOA, une LLD pour acheter une voiture, enfin louer une voiture, et le coût est nettement plus et incroyablement supérieur à acheter une voiture, pas en LLD ou pas en LOA. Enfin, quand vous gardez votre voiture au moins 10 ans ou 12 Et ans. là, vous pouvez faire Donc le calcul vous-même aussi. ouais, C'est normal voilà. que le vendeur place son produit. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Libre à vous de faire le calcul après. Oui, mais oui, on est d'accord, mais n'empêche que c'est quand même un coût énorme en plus pour, les gens qui ne font pas l'effort de faire le calcul ou qui pensent qu'ils font une bonne Et affaire. ouais. Ouais, Mais je crois que et maintenant, ils font attention. j'espère. En tout cas, vous êtes là pour leur dire, la meilleure approche à avoir, je pense aussi à ce Ah non, non, niveau-là. non, c'est Hein? notre point de vue. Ce ne sera pas forcément la meilleure approche
pour, mon voisin de palier. Non, c'est vrai. Mais enfin, à titre personnel, moi, j'aurais beaucoup de mal, quel que soit le type de voiture que je puisse acheter, à l'acheter en Léois ou en LLD. Ce qui aussi incite à changer sa voiture tous les 3 ans ou 4 ans Eh et oui, donc et bien voilà. sûr, Donc à ouais, produire. exactement, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup franchement, c'est bien, je me suis bien fait secouer, ça faisait longtemps. Excusez-moi. Non, non, mais c'est bien parce qu'on voit que vous êtes vraiment convaincus. C'est pas des certitudes, c'est de la conviction. C'est moi ce que je préfère. Quand les gens sont certains, j'aime pas trop. Quand ils sont convaincus et ont des bons arguments, j'apprécie beaucoup. Et j'espère qu'on va voilà ça va s'éclaircir pour les gens. Je comprends. J'ai aussi des amis hein, qui me disent ouais, tu connais bien les voitures électriques. Qu'est-ce que tu me conseilles pour acheter? Est-ce que je dois acheter une voiture électrique? J'ai peur que la valeur s'effondre. Est-ce que je dois acheter une voiture thermique? Et honnêtement, je leur dis quel est votre usage? Si votre usage, Bien c'est sûr, avoir celui d'une voiture thermique, n'achetez pas pour l'instant un véhicule bien électrique, sûr, sauf alors c'est sûr, si vous avez beaucoup de moyens et que vous pouvez acheter une Tesla, là, vous bien pouvez y sûr. aller. Oui, Parce que oui, moi, oui, oui. je fais 35 000 kilomètres par an, je vais de Mulhouse à Bordeaux, en passant par Biarritz, enfin bon. Mais Bah, on est d'accord, je suis un privilégié. Mais j'espère, voilà, je suis peut-être un idéaliste, qu'on arrivera à avoir des voitures, heu parce que l'hybride rechargeable, bon, c'est un peu entre les 2, on un va autre dire. sujet. On va voir. En tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas vous prendre plus de Merci à temps. vous. Merci pour votre, sincérité, votre conviction. Je pense que vous avez sûrement convaincu beaucoup de personnes sur ma chaîne et c'est bien. Je pense que c'est aussi de revenir à la réalité. C'est vrai, hein, je suis d'accord que d'une certaine façon, on est un peu dans notre bulle, c'est bien de voir un peu, bah, la réalité de terrain que je connais, hein, quand même. Je suis pas, si isolé que ça, dans mon petit bureau, près de Mulhouse. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on reste juste un peu après, quand j'ai Ça fini marche. l'interview et on se dit merci. On dit merci aussi à Merci à nos vous. ça va? Et à très bientôt. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir.